Pourquoi feriez-vous ça? Parce que c'était propre. Je veux dire, c'était manipulé. Il y a des preuves qui ont été retirées de la scène. C'est ce qu'a déclaré l'enquêtrice principale sur la scène de crime de l'affaire Murdoch après le premier procès. Maintenant, Alec Murdoch est de retour au tribunal pour la première fois depuis plus de 2 ans après que ses condamnations pour les meurtres de sa femme et de son fils ont été annulées. Mais cette fois, il y a une nouvelle stratégie et une nouvelle question. De l'ADN inconnu a été retrouvé sous les ongles de Maggie Murdoch. Cela pourrait-il être la clé de sa liberté ou cette affaire est-elle sur le point de prendre un nouveau tournant? Je suis Anjanette Lévy et voici Law and Crime. Eh bien, c'est encore une fois un sentiment de déjà-vu. Alec Murdoch était de retour dans une salle d'audience de Caroline du Sud avec ses avocats de la défense et les procureurs du bureau du procureur général pour discuter de la date à laquelle il sera de nouveau jugé pour les meurtres de sa femme, Maggie, et de son fils, Paul. Un second procès, un nouveau procès qui pourrait être très différent du premier. Alec Murdoch, comme nous le savons, est un escroc condamné. Il a admis avoir volé des millions et des millions de dollars à ses clients, dont certains étaient très pauvres. Il n'a jamais nié cela. Il purge une peine de plusieurs décennies de prison pour des crimes financiers, mais il a nié avoir utilisé un fusil de chasse et un fusil Blackout pour tirer sur Maggie et Paul dans le domaine de chasse familiale de Moselle. Dans la nuit du 7 juin 2021, les meurtres étaient horribles. Paul a été tué à la poitrine et à la tête avec un fusil de chasse. Maggie a été atteinte plusieurs fois. Selon les procureurs, elle a été abattue avec un fusil Blackout en tentant de fuir. Les procureurs ont dressé, lors du premier procès d'Alec Murdoch, le portrait d'une mère qui a couru pour aider son fils après avoir entendu les coups de feu tirés sur lui. Creighton Waters a affirmé que les preuves montraient que Maggie était à quatre pattes avant d'être abattue de nouveau. Alec Murdoch a affirmé qu'il n'était pas au chenil avec Paul et Maggie cette nuit-là, mais une vidéo enregistrée par Paul ont soutenu les procureurs peu avant les meurtres, a prouvé le contraire. Donne-le, recule. Vite, cache, viens ici, bonjour, viens ici, s'il te plaît. Merde, poste le chat. Et Ne te brûle pas la bouche. Baba! Tiens bon, Baba. Baba et maman. C'est un cochon d'Inde. Viens ici, cache. Viens ici, cache. Viens ici, suis-moi. Cache, vite. Bonjour. Viens, les gars. D'accord. Vite. Maintenant qu'Alec Murdoch a obtenu un nouveau procès en raison d'une faute professionnelle commise par le greffier lors de son premier procès, ses avocats pensent pouvoir expliquer cette vidéo des chenils. Et une autre théorie sera explorée plus en profondeur cette fois-ci par la défense. Ils veulent tester l'ADN masculin inconnu trouvé sous les ongles de Maggie Murdoch. Nous en parlerons plus en détail dans un instant. La défense pense que cela pourrait être un moment décisif pour eux, tandis que l'accusation le minimise complètement. Il y a une nouvelle juge cette fois-ci. Elle s'appelle Deborah McCaslin et elle est stricte mais juste. Ancienne avocate de la défense, elle a déjà cité l'avocat de Murdoch, Dick Harpootlian, comme un avocat qu'elle admirait. Alec Murdoch est entré dans la salle d'audience avec un large sourire, vêtu de sa combinaison orange de prisonnier, menotté et entravé. La juge McCaslin n'a pas perdu de temps pour entrer dans le vif du sujet. Je vois que la salle est pleine. Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus dans le comté de Lexington, bienvenue au palais de justice du comté de Lexington. Dois-je vous appeler ou préférez-vous m'appeler? Rends-le-moi tout de suite. Très bien, nous sommes ici pour une audience de suivi. Je vais demander au greffier d'appeler l'affaire, s'il vous plaît. Dans l'affaire de l'État de Caroline du Sud contre Richard Alexander Murdoch, acte d'accusation numéro 2022 GS 0592359. La juge voulait d'abord savoir à quelle vitesse l'affaire pouvait avancer. Beaucoup de preuves sont identiques, mais l'échange des éléments de preuve peut se poursuivre. Alors elle a demandé « Est-ce que la défense a tout ce dont elle a besoin ?»
Avons-nous tous les relevés téléphoniques et sont-ils complets? Les messages textes, les extractions de téléphones portables, et s'il y a des extractions supplémentaires, les enregistrements vidéo, s'il y a des éléments balistiques et liés aux armes à feu, est-ce que tout cela est complet? Empreintes digitales, toxicologie. Je crois qu'il y avait un expert en projection de sang la dernière fois. Je veux juste savoir où on en est avec ces éléments de la procédure de communication des preuves. Je laisse l'accusation répondre, s'il vous plaît. Oui, madame, votre honneur. Nous avons donc fourni, et évidemment bien avant le premier procès, une communication des preuves très complète. Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit parmi les éléments que vous avez mentionnés que l'accusation aurait fourni à la défense. Et en réalité, la défense en a même plus que l'accusation à cause de l'examen très approfondi des éléments couverts par le secret professionnel qui a été effectué, par exemple, sur l'ancien avocat nommé et ce genre de choses. Donc, à ma connaissance, l'extraction complète leur a été fournie, alors que l'équipe de l'accusation, l'équipe d'enquête, n'a reçu que ce qui provenait de l'examen précédent. Une partie de l'extraction des 3 derniers mois. Comme toujours, nous auditons constamment et examinons tout, mais je ne suis au courant d'aucun élément de communication des preuves provenant de la production très étendue que nous avons réalisée, non seulement pour l'enquête sur le meurtre, mais aussi pour l'enquête approfondie sur les témoins de l'accusation. Donc, nous avons fourni tout cela. Évidemment, je ne suis au courant de rien dans cette catégorie. La défense n'était pas du même avis. Donc, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Je vais vous donner un exemple. Permettez-moi de le remettre à votre honneur, puis de vous le passer. Votre honneur, ceci est la transcription d'un entretien réalisé avec un homme, Rodney Chapman, et un autre officier, qui étaient les personnes arrivées sur les lieux au départ, qui ont traité la scène et qui ont été très impliquées dans la partie médico-légale du traitement de la scène. Et si vous allez à la page 6, Chapman, responsable de la scène, l'a déclaré. Ceci est une interview télévisée du 13 mars, 10 jours après le début de cette affaire. Il répond à la question « Je crois que vous avez eu de l'aide après les faits. » Ou plutôt, oui. Il s'agit de se débarrasser des armes et de déplacer un véhicule. On a beaucoup entendu parler du SLED et du bureau du procureur général, mais ils n'ont rien. Tout est circonstanciel. Alors, je pose cette question. À vous, c'était une scène de crime nettoyée, une scène de crime mise en scène, une scène de crime nettoyée. Vous vous attendriez à trouver plus ou moins de preuves, et c'est ce qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que nous n'en avons pas trouvé beaucoup. Mais si nous n'avons pas trouvé grand-chose, c'est parce que c'était propre, Je veux dire, la scène a été manipulée, des preuves ont été retirées de la scène. Maintenant, cela se passe 10 jours après le procès. Ce n'est pas ce qu'a déclaré Chapman dans son témoignage. Chapman a des preuves. Il y avait d'autres personnes sur les lieux. Il a eu de l'aide. Autrement dit, il y avait d'autres personnes sur place. Nous avons besoin que cela nous soit fourni. Eddie Karapetyan dit qu'un adjoint a accordé une interview après le procès en disant que la scène de crime avait été nettoyée, ce qui différait de son témoignage lors du procès. Karapetyan a aussi mentionné l'agent principal David Owen, désormais à la retraite. Au premier procès, les avocats de Murdoch ont contesté son témoignage devant le grand jury et l'ont accusé d'avoir menti pour obtenir l'inculpation. L'affaire de meurtre suivie par Owen a été classée en 2025, le juge ayant constaté qu'il avait caché des preuves pouvant aider le prévenu. Non, le témoignage du premier procès. L'agent principal impliqué a admis qu'il les avait déformés devant le grand jury. Depuis le procès, il a pu soumettre dans lequel il a témoigné parce que le juge a constaté qu'il cachait des preuves et les déformait. C'est l'agent principal. Je n'ai plus de questions. Mais cela soulève des questions pour nous, non pas sur le fait que cela ait été retenu par l'État ou par l'accusation, mais leur a-t-il vraiment tout donné? A-t-il agi ainsi après le procès dans l'affaire suivante? Il a dissimulé des preuves? Je pense qu'on doit tout revoir et se demander, y a-t-il des lacunes? Manque-t-il quelque chose? Et pour nous, je regarde, nous voulons plaider cette affaire.
Nous ne voulons pas être mal préparés compte tenu de ce que nous savons du premier sursis. Nous déposerons probablement une requête la semaine prochaine pour développer ce point. Nous n'avons pas jugé utile de déposer une telle requête. Ensuite, il y a eu la dispute sur l'ADN masculin inconnu sous les ongles de Maggie. Je vous ai dit que Creighton Waters l'a complètement écarté. En fin de compte, il n'y a absolument aucune preuve que Maggie Murdock ait été impliquée dans une lutte avec qui que ce soit, qu'elle ait eu des blessures défensives ou qu'elle ait été griffée dans le but de l'attaquer. Et nous savons aussi à quel point l'ADN de contact est très sensible. C'est quelque chose de très courant. Nous perdons constamment de l'ADN et nous récupérons l'ADN d'autres personnes en serrant la main, en touchant des poignées de porte et tout le reste. Donc, vous savez, c'est un peu une fausse piste. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à discuter avec la défense de tout ce qu'ils souhaitent faire, si cela est raisonnable. La personne que nous avons a besoin que la défense réponde aussi devant ce tribunal. Mais mes ennemis... Je veux vraiment répondre à cet argument de diversion. L'ADN dont nous parlons, votre honneur, provient de l'ongle gauche de Maggie Murdock. Cela a été testé par le SLED avec cette analyse STR. L'échantillon d'ADN, numéro 70, que nous demandons à faire analyser. Ce n'était absolument pas Alec Murdock. Toutes les autres personnes à qui ils ont prélevé des échantillons buccaux ont été éliminées après une longue liste, sauf une possibilité. Et pour cette possibilité, le résultat final était qu'il est 11 fois plus probable que ce soit un homme inconnu, donc ils savent que c'est un homme plutôt que cette personne. C'est comme ça qu'ils procèdent dans leur analyse ADN. Et M. Walter a dit, eh bien, il n'y a aucune preuve de lutte, mais il y avait une douille sous le corps de Maggie Murdock, de l'arme qui l'a tuée. Je veux dire, cette douille et cette arme devaient être très proches l'une de l'autre. Le téléphone portable de Maggie Murdock avait disparu de la scène du crime. De l'ADN a-t-il été transféré à ce moment-là? Donc, nous ne pensons pas que ce soit une fausse piste. Nous pensons que c'est très important. Maintenant, il se peut que cela s'avère, vous savez, anodin. Nous ne savons pas, mais cela vaut la peine d'être examiné. La défense veut utiliser Outram Labs pour analyser l'ADN trouvé sous les ongles de Maggie. Outram collabore souvent avec les forces de l'ordre pour résoudre des affaires non élucidées grâce à la généalogie génétique d'enquête. Mais Outram a en fait travaillé sur une affaire en cours, une nouvelle affaire, les meurtres de l'Idaho en 2022, et a aidé à identifier Brian Koberger comme principal suspect. La défense de Murdock souhaite travailler avec Outram pour découvrir à qui appartient l'ADN retrouvé sous les ongles de Maggie. Et nous avons accepté de payer pour ça. Et juste pour donner un peu de contexte... Je vais vous laisser payer pour ça. Ces meurtres ont eu lieu en 2021. Nous sommes en 2026. En 2021, l'intelligence artificielle n'existait pas. En 2021, cette généalogie génétique n'en était qu'à ses débuts. En 2026, nous sommes à des années-lumière en avance. Donc, ce que nous demandons n'existait vraiment pas en 2021. Ça existe aujourd'hui. Et Outram est le laboratoire de référence qui réalise cette analyse. Ils l'ont fait l'année dernière, en 2024. Les statistiques montrent qu'ils ont résolu 200 affaires non élucidées pour les forces de l'ordre à travers les États-Unis. Ils collaborent avec elles quotidiennement. L'affaire la plus médiatisée qu'ils ont traitée était à l'université de l'Idaho. Les meurtres de Moscou dans l'Idaho qui ont eu lieu pendant à peu près la première semaine de notre procès. Des étudiants ont été massacrés dans une maison à l'université de l'Idaho. Ils avaient un échantillon d'ADN. Ils l'ont passé dans la base de données CODIS. Ça n'a rien donné. Il n'y avait rien. Le département de police de l'État de l'Idaho, comme le SLED, avait un contrat avec Outram. Ils ont envoyé l'échantillon à Outram. Outram effectue cette analyse ADN par généalogie génétique, et cela remonte à un membre de la famille qui avait fait un test ADN, un test de généalogie, de la personne qui a commis ces meurtres, Brian Koberger. C'est comme ça qu'ils ont résolu les affaires de meurtre de Moscou grâce au laboratoire Outram. La différence, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'échantillons pour passer par CODIS. J'en ai parlé au laboratoire et ce n'est pas un problème. CODIS utilise une analyse appelée STR.
Cette analyse est basée sur les SNP et ils appellent ça des SNP. Codis dispose de 20 points de données. Les SNP comportent un demi-million de points de données qu'ils analysent. Maintenant, cela prend un certain temps à faire. Donc, nous allons devoir attendre de voir ce que le laboratoire va dire. Ils m'ont demandé d'obtenir des informations de la SLED. Vous savez, ils aimeraient voir l'électroferrogramme ou les proportions du mélange afin de mieux comprendre la situation. Et j'ai demandé à M. Waters de nous donner un nom pour que ces experts puissent communiquer. Mais ce qu'ils font à Houston, au Texas, ils ne le font pas en Caroline du Sud, au laboratoire de la SLED. Et il y a quelques laboratoires à travers le pays, et ils sont certifiés. Ils travaillent avec les forces de l'ordre. Je ne sais pas s'ils ont travaillé directement avec la SLED. Ils la connaissent d'après ce que j'ai compris, mais ils ont un département entier. Donc, il vous faut le nom d'un expert ou de la personne qui possède cet échantillon pour voir s'il y a un échantillon exploitable que vous pouvez envoyer. Et ils peuvent travailler avec l'extrait que la SLED a utilisé lorsqu'ils ont fait leur analyse STR. Ils peuvent travailler avec ça là-bas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais monsieur... Monsieur Waters, pouvez-vous lui donner un nom pour qu'il puisse avancer? C'est ce que j'ai indiqué dans ma requête, Votre Honneur. S'ils nous donnent un nom, la SLED pourra les contacter pour discuter de leurs capacités, propositions et procédures. Les tests ADN via Outram ne sont pas garantis. Le juge devrait encore les approuver et cela dépendrait de la viabilité de l'échantillon. Voici ce que je veux que vous fassiez, Monsieur Griffin. Je veux savoir combien de temps cela va prendre pour analyser ce que vous demandez exactement. Et même si je l'accélère, j'aimerais savoir combien de temps cela va prendre. Et j'aimerais aussi savoir s'ils peuvent seulement obtenir un échantillon exploitable. Et nous en discuterons lors de notre prochaine audience préliminaire. Quoi que ce soit, Monsieur Waters, vous allez leur donner le nom de la personne qu'il pourra contacter. Voyons s'il y a un échantillon exploitable. Et le laboratoire m'a dit que s'il n'y a pas d'échantillon exploitable, ils vous le diront. Mais ils travaillent avec beaucoup moins que ça. D'accord. Eh bien, commençons par ça. Vérifions d'abord que l'échantillon est exploitable, puis nous avancerons lors de la prochaine audience préliminaire qui aura lieu assez bientôt. D'accord. La juge McCaslin est juste, mais elle a été claire. Elle ne tolérera aucune insolence de qui que ce soit. Elle a fixé la date du procès au 5 avril 2027 avec un avertissement ferme. Vraiment? Et laissez-moi vous dire ceci à toutes les deux. Je pense que vous me connaissez plutôt bien. Quand je fixe une date de procès, je n'accorde pas de report. Je ne le fais pas. Il vaut mieux que ce soit une très bonne raison. Alors, que pensez-vous du 5 avril, Monsieur Ward? Oui, madame. Donc, nous sommes prêts. Monsieur? Harper, nous serons prêts avec une solution de rechange si l'ADN prend plus de temps, par exemple. Où j'aurai cette information avant la prochaine audience préliminaire. Si je dois prolonger de quelques semaines, je le ferai, si c'est nécessaire. Veuillez ne pas penser que ce procès aura lieu dans un an, car ce ne sera pas le cas. Nous avançons. Votre? Nous en sommes plus que satisfaits. Monsieur Murdoch, nous en sommes plus que satisfaits. Je veux juste, encore une fois, l'ADN. Tout. Parce que la science, dans tous ces domaines, est bien meilleure qu'il y a 5 ans. Je comprends. La technologie évolue très vite. Du jour au lendemain, je comprends. Monsieur Griffin, voulez-vous ajouter? Oui, Votre Honneur. Vous savez, la Cour suprême a annulé le jugement dans cette affaire en raison d'un manquement du tribunal du comté de Clark. La Cour suprême a aussi examiné les preuves relatives aux crimes financiers. Et selon la quantité de ces éléments, ou si certains d'entre eux sont admis, cela déterminera en grande partie la durée du procès. Le juge Newman, la dernière fois, n'a pas statué sur cette question avant le procès. Et ce sera une question sur laquelle nous devrons soumettre des mémoires et plaider devant Votre Honneur. Car, vous savez, nous pensons qu'aucune des preuves liées aux crimes financiers ne devrait être admise lors du procès. Donc,
Je signale simplement que ce serait utile pour nous, je pense, de savoir si nous allons devoir nous défendre contre cela pendant le procès ou s'ils vont pouvoir le présenter. Donc, je demande simplement peut-être des dates plus rapprochées où nous pourrions, vous savez, aborder ces questions avec vous. Nous le ferons. Nous le ferons. Je vais juste vous dire que j'aime régler toutes les questions préalables au procès à l'avance parce que quand je dis le 5 avril, nous sélectionnons un jury et nous avançons. Toutes ces questions devraient être tranchées. Je veux donc faire venir Gigi McKelvey. Elle est l'animatrice du podcast Pretty Lies and Alibi et travaille aussi avec nous ici à Law and Crime. Alors Gigi, j'ai dit au début que c'était du déjà-vu, encore une fois. Qu'est-ce que ça faisait d'être à nouveau dans la salle d'audience avec Alec Murdoch et tous les protagonistes? Oui, c'était comme un saut dans le temps. J'ai eu l'impression de revenir 3 ans en arrière et c'était une sorte de réunion de famille étrange de revoir tous ceux qui ont assisté aux 6 semaines entières du procès, comme moi. On se retrouvait et on prenait des nouvelles. Oui, c'était très surréaliste de revoir les mêmes personnes et Murdoch à la table des accusés, cette fois comme accusé de meurtre et non comme meurtrier condamné. D'après ce que j'ai vu, il avait l'air un peu souriant. Il a toujours ce petit sourire. Peut-être pas tout le temps, mais quelle impression as-tu eue d'Alec Murdoch quand il est entré dans la salle d'audience, s'est assis et a écouté la procédure? Comme lors de son précédent procès, il entrait toujours avec assurance, souriait et saluait les gens d'un signe de tête. Et c'était encore la même chose aujourd'hui. Et même s'il nous tournait le dos, j'ai pu regarder un peu le flux vidéo. Et oui, il souriait. Et franchement, pourquoi ne le ferait-il pas? La plus haute cour lui a accordé un nouveau procès, donc il a de bonnes raisons de sourire en ce moment. La grande discussion aujourd'hui, c'était l'ADN. Vous savez, il y avait des débats pour savoir s'il devait avoir un ordinateur portable ou non. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'essentiel ici. L'essentiel, c'est cette histoire d'ADN masculin inconnu. On en avait entendu parler lors du premier procès, mais il n'avait pas vraiment approfondi ce sujet. Maintenant, il parle vraiment de travailler là-dessus, la défense, en payant eux-mêmes et en testant cet ADN, en faisant des analyses de généalogie génétique pour essayer d'identifier la source de cet ADN masculin inconnu. Y a-t-il eu une réaction à cela parmi le public dans la salle d'audience? Non, mais c'était un de ces moments où tout le monde s'est redressé et a écouté plus attentivement parce qu'on y réfléchit. C'était une affaire basée sur des preuves circonstancielles pour laquelle il a été condamné, à part quelques éléments. Le système d'infodivertissement montre la voiture ralentir quand il pense qu'il a jeté le téléphone de Maggie par la fenêtre. Sinon, il n'y avait rien qui reliait qui que ce soit à ces meurtres. Et donc, je pense que la défense doit vraiment insister sur cet ADN parce qu'on peut créer beaucoup de doutes raisonnables selon les résultats. Si cela joue en leur faveur, il se pourrait que ce soit un délinquant connu qu'ils feront certainement venir pour l'interroger. Je pense qu'ils comptent sur cela pour ce deuxième procès car, comme tu l'as dit, rien n'a été fait à ce sujet lors du précédent. Et maintenant, ils veulent l'envoyer à l'un des meilleurs experts en ADN de notre pays pour l'analyser et voir, comme avec Brian Koberger, s'ils peuvent remonter, grâce à un lien familial, jusqu'à la personne dont l'ADN se trouvait sous son ongle. C'est, selon moi, l'élément clé à suivre au procès. Et nous avons une nouvelle juge. Nous avons une nouvelle juge, Deborah McCaslin. Elle était avocate de la défense plus tôt dans sa carrière. Elle est arrivée et elle est allée droit au but. Qu'as-tu pensé d'elle? J'adore cette juge. Juge Newman, il n'y a qu'un seul juge Newman. Il a conquis tous nos cœurs, mais elle ne plaisante pas du tout. Comme elle l'a dit, c'est la plus vieille affaire sur son rôle et elle ne veut pas attendre. Et je vois aussi qu'elle est juste avec les deux parties. Et en fait, à ses débuts comme avocate, elle a dit que l'une des personnes les plus influentes pour elle était Dick Harpootlian, ironiquement, qui plaide maintenant son affaire devant elle, probablement la plus grande affaire, à part Huey Gaskins, qu'il aura jamais eue. Donc, je pense qu'après une audience, elle veut passer aux choses sérieuses. Elle ne veut pas de retard ni de dépôt tardif. Elle veut que tout fonctionne comme une machine bien huilée parce que les meurtres ont eu lieu en 2021. Nous sommes en 2026 maintenant. Donc, elle se dit, finissons-en. Je pense que cette juge va vraiment les obliger à respecter les délais. C'est rafraîchissant car ces affaires peuvent être retardées des mois, voire un an. Je ne crois pas qu'elle laissera cela arriver. Oui, elle ne plaisante vraiment pas. Gigi McKelvey, merci beaucoup. Merci, Annette.
Je me tourne maintenant vers Vinnie Politan, animateur de Vinnie Politan Investigates sur la chaîne YouTube de Court TV et présentateur principal de Court TV depuis de nombreuses années. Vinnie, merci de me rejoindre. Quelles sont vos impressions sur le retour d'Alec Murdoch au tribunal après tout ce temps? Eh bien, tout d'abord, je n'arrive pas à croire qu'on recommence tout ça, mais c'est le cas, et ça va vraiment arriver. Mais ça doit être différent, non? Ça doit être différent parce que, pour la défense, ils ont perdu la dernière fois. Ils ont perdu de façon terrible. Alec Murdoch a été un témoin épouvantable. Il n'a pas été cru par les personnes qu'il voulait convaincre, n'est-ce pas? Donc, ils doivent changer de stratégie. Et il semble qu'ils vont peut-être s'engager sur la voie de cet ADN masculin non identifié qui a été retrouvé sous les ongles de Maggie. Et c'est une approche intéressante à adopter parce qu'ils l'ont en quelque sorte abordé lors du premier procès. Mais je pense que cela pourrait devenir un élément central de la nouvelle défense. Tu as raison, c'est vraiment l'élément central de la nouvelle défense. C'est risqué parce qu'ils vont chez Outram qui a déjà prouvé qu'ils pouvaient retrouver des personnes grâce à cette technologie. Je veux dire, ils sont vraiment très doués pour ça. Et si tu trouves cette personne et qu'elle dit ensuite « J'ai un alibi, j'étais ailleurs », je veux dire, ça ne les aide pas. Non, eh bien, ça dépend, non? Tu sais, lors du premier procès, il y avait de l'ADN masculin non identifié. Évidemment, ce n'était pas l'essentiel sur lequel ils construisaient leur dossier. Donc tu as 100% raison. Tu ne sais pas où cette piste mène, mais moi j'ai vu les preuves lors du premier procès. Ce sont des preuves solides, et tu sais, tu es un peu acculé, tu as besoin de quelque chose. Et peut-être que ça mène à quelqu'un, non? Et si ça mène à quelqu'un d'un peu mystérieux ou un peu louche, ou à quelqu'un à qui on pose une question et qui ment à propos de quelque chose. Tout à coup, il pourrait y avoir un ou plusieurs jurés qui regardent cette personne qui pour l'instant n'est pas identifiée, mais qui pourrait l'être et se disent « Oui, et ce type alors ?» Où? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit où il était cette nuit-là? Vous savez, il y a cette possibilité et je pense que c'est quelque chose auquel ils réfléchissent. Mais ils savent que cela pourrait mener à quelque chose de très ordinaire. Et une personne qui a un alibi documenté et aucune raison du tout de tuer Maggie. Et d'ailleurs, la personne qui l'a fait a aussi tué Paul. A tué Paul et a tué Paul en premier. C'est ça. Ils disent que Paul a été tué en premier et qu'elle courait vers lui pour sauver son fils. C'est ce qu'ils ont dit au premier procès. Défense et accusation étaient d'accord. La scène de crime était vraiment horrible. Vous savez, Alec Murdoch ne cesse de m'étonner. C'est peut-être ce côté bon vieux garçon du Sud, mais il sourit toujours. Et aujourd'hui encore, il souriait. Cet homme, il déborde de confiance. Eh bien, quoi d'autre? Eh bien, il est plein de choses, non? Je suppose qu'il y a un peu de confiance. Vous savez, j'ai gagné mon appel. On peut bomber un peu le torse. Vous savez, le système m'a fait du tort, ce genre de choses, mais il est toujours en prison. Je ne pense pas qu'il ait grand-chose à célébrer dans sa vie. Et ça devient la seule chose, n'est-ce pas? Ils ne m'ont pas condamné pour le meurtre de ma propre femme et de mon propre fils, n'est-ce pas? Donc c'est comme la pire chose que l'on puisse faire. Et oui, je n'ai pas été condamné pour ça. Donc je pense que, de ce point de vue, il s'en vante un peu. Mais au final, il ne va nulle part. Sa vie est très différente de ce qu'elle était avant, quand il prenait, tu sais, des hélicoptères pour aller au College World Series et faisait tout ce qu'il voulait, où il voulait, en s'en tirant à chaque fois. C'est un autre monde. J'imagine que, dans ce monde plus restreint, cela compte beaucoup pour lui. C'est vraiment important pour lui. Et j'attends encore quelques tours de magie que je pense que la défense va essayer de sortir de son chapeau. Donc je pense qu'il faut rester à l'écoute. Mais les preuves restent les mêmes que lors du premier procès. On verra ce qui se passe. Et ils doivent toujours surmonter cette vidéo du chenil. Donc on verra ce qui se passe. Vinnie Politan Enquête. Regardez ça sur la chaîne YouTube de Court TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici mon avis sur la juge. La juge McCaslin semble ferme. Elle est juste, sérieuse, sans détour. Elle a vraiment un bon sens de l'humour. Elle semble être un peu la juge idéale pour cette affaire. Elle donne au procureur ce dont il a besoin et accorde aussi à la défense le temps nécessaire pour mener son enquête et engager des experts. Alors, asseyons-nous simplement et regardons ce qu'elle va faire.
En attendant, la prochaine audience préliminaire d'Alec Murdoch est prévue en août. Il reste en prison, purgeant sa peine pour crimes financiers au niveau étatique et fédéral. Pour l'instant, le procès est provisoirement prévu pour avril 2027. Alors, restez avec nous. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anjanette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.